Bonjour et bienvenue dans la chronique des ambitieuses, le podcast qui vous plonge dans l'aventure de femmes exceptionnelles. Je suis Carole Rochat, passionnée par le digital, le monde de l'entrepreneuriat et tout ce qui touche de près ou de loin aux histoires captivantes. J'ai à cœur de vous partager, à travers les épisodes de ce podcast, des témoignages de femmes ambitieuses qui nous raconteront leur parcours motivant et inspirant. Comment sont-elles arrivées là où elles en sont aujourd'hui ? Ont-elles eu des peurs ? Ont-elles connu des échecs ? Quelles leçons ont-elles tirées ? Quels conseils peuvent-elles nous donner pour nous aider à oser ? Ensemble, partons à la rencontre de ces héroïnes du XXIe siècle. Je vous souhaite à toutes et à tous une bonne écoute. Bonjour à tous, aujourd'hui nous partons à la rencontre d'Anne-Laure Courvoisier, fondatrice de la marque de culottes menstruelles Blooming. Entre passion, leçons de vie ou encore émotion, je vous invite à découvrir son histoire dans ce tout nouvel épisode. Alors bonjour Anne-Laure. Bonjour Carole, comment vas-tu ? Ça va très bien et toi ? Ça va, comme un joli vendredi. C'est ça, la fin de la semaine, le début du week-end bientôt. Ouais. Alors, je suis ravie de t'accueillir dans le podcast de la chronique des ambitieuses. Moi également, je suis ravie que tu m'accueilles. Je te remercie d'avoir accepté de venir témoigner et de raconter ton histoire. Est-ce que tu peux te présenter et nous raconter un peu ton parcours ? Alors, j'aurai 50 ans cette année. Je ne suis pas une jeune entrepreneuse. Mon parcours rapidement, après 4 ans en agence web, j'ai rejoint un grand groupe et puis ensuite j'ai vécu une première expérience entrepreneuriale, un échec qui m'a beaucoup appris et je me suis relancée dans un nouveau projet en novembre 2018, un an après avoir arrêté le premier, par envie, très très clairement, mais également parce que mon employabilité était un petit peu faible. À l'époque, j'avais 46 ans. Donc voilà, l'envie entrepreneuriale était toujours là, mais il y avait aussi ce marché du travail qui n'était pas forcément évident pour un profil comme le mien, un peu atypique, quoi. Donc voilà ce que je peux te dire sur la dimension parcours professionnel. Et puis sur le perso, j'ai une petite fille de 12 ans, voilà, qui est collégienne. Et j'ai toujours cherché un équilibre entre le côté professionnel et ma vie de maman. Donc ça c'est un des conseils que je donnerais, c'est de maintenir dans la mesure du possible un temps de vie personnel suffisant et consistant. Voilà. D'accord. Alors du coup, tu es la fondatrice de la marque de culottes menstruelles Blooming. Oui. Est-ce que tu peux nous raconter un peu la naissance de ce projet, le concept ? Alors Blooming, c'est né du savoir-faire textile que j'avais acquis sur le premier projet. Donc c'est une culotte menstruelle. C'est un nouveau produit pour accompagner ce qui réunit des femmes de 12, on va dire, à 55 ans, c'est-à-dire tous les mois, 3 à 10 jours de règles. Donc c'est utilisé par 30% des femmes en totale substitution des produits préexistants, c'est-à-dire les tampons, les serviettes, les protège-slips. Et puis après, 70% des femmes vont l'utiliser certains jours seuls, certains jours en complément, par exemple des tampons et des cups pour éviter les fuites, ou éventuellement aussi avec une serviette, ou pour certaines uniquement la nuit. Il y a des usages très très divers en fait du concept. Et on insiste beaucoup auprès de notre cliente pour leur dire qu'elles doivent se faire leur propre expérience et que les usages varient vraiment d'une femme à l'autre, en fait. Ça, c'est quelque chose de très important. Donc, sur ce projet-là, j'ai essayé d'aligner les planètes entre le sens, et c'est un produit qui est également meilleur pour la santé intime des femmes et pour la planète, puisque les serviettes et les tampons, ça génère 45 milliards de déchets par an. Donc, il y a ce sens-là. Il y a aussi tout ce qu'on peut diffuser à travers la marque, des valeurs
des valeurs ou des dimensions féministes. On est aussi partenaire de l'association Règles élémentaires qui lutte contre la précarité menstruelle. On va chercher à apporter notre pierre à l'édifice de la détabouisation sur ces sujets-là. Donc, il y a quand même beaucoup de sens à porter avec ce produit, mine de rien. Donc, l'alignement des planètes entre le sens, le marché, le produit, l'équipe et puis les moyens pour lancer véritablement le projet. Donc, les moyens financiers et humains de véritablement lancer le projet. Donc, comment j'ai procédé? J'ai réalisé des proto-bricolos, comme j'avais fait sur le premier projet, que j'ai porté et soumis à mon propre flux menstruel. Et puis ensuite, j'ai travaillé avec un premier fabricant qui m'a sorti des protos. La Laura et la Emma, c'est nos 2 premiers modèles. Un modèle assez confort en coton, puis un modèle bikini en polyamide. Et puis c'est un produit qui répond évidemment à une fonction de gérer les règles, mais c'est aussi un produit de lingerie. Ça doit à mon sens aussi répondre à des envies de lingerie qui peuvent être très très différentes selon les femmes. Et à mon sens, ça doit vraiment le produit devait vraiment se rapprocher des culottes classiques. Donc aujourd'hui, on a une gamme de 18 modèles qu'on propose dans différentes couleurs et différents motifs, et puis dans une grande largeur de gamme. On a pensé tout de suite aux ados, donc on va de la taille 10 ans à la taille 52, ce qui nous permet de répondre à toutes les femmes, à toutes les morphos et encore une fois toutes les envies de lingerie. Voilà ce que je peux te dire sur le projet et puis là où on en est à date. Donc on est vendu online, on est aussi vendu en grande distribution. C'était important d'aller convaincre la grande distrib d'accueillir cette nouvelle catégorie de solutions au rayon hygiène femme. Donc voilà, c'était vraiment une volonté de ma part avant même d'avoir même créé la société, j'avais contacté Monoprix et Auchan pour leur parler du produit et essayer de les convaincre. Donc c'est nos 2 premiers clients B2B, premiers clients et qui étaient un peu rétifs au démarrage. Monoprix a fait tester la marque à toutes ses acheteuses. Donc voilà, ça a été un travail de conviction qui a quand même pris 9 à 10 mois, tu vois, avant de réussir. Mais voilà, maintenant, ce produit a fait son chemin au travers de notre marque et puis également au travers d'autres. Et la concurrence est bonne, c'est bien d'avoir des concurrents. Non, c'est vrai qu'il y a beaucoup de marques de culottes menstruelles aujourd'hui et on voit qu'il y a de plus en plus de marques aussi de lingerie qui se mettent à créer des culottes menstruelles. Tout à fait. En France, il y a un petit chiffre. En France, il y a une femme sur 4 qui s'est mise à la culotte menstruelle. D'accord, ok. C'est pas mal. Belle progression entre 2020 et 2021. On n'était qu'à 14% en 2020 et à présent, on est à une femme sur 4. Donc, c'est une très bonne nouvelle pour la planète et la santé intime des femmes. Et même pour la santé mentale, j'ai envie de dire, parce que le fait de porter une culotte menstruelle, ça nous libère d'une charge, de se dire « Ah mince, il faut que j'aille changer ma serviette, etc. » Tout à fait. C'est confort et liberté. C'est ça, exactement. Et du coup, tu parlais d'une technologie textile que tu as imaginée, que tu as créée. Et du coup, tu as déposé donc 2 brevets, c'est ça, sur cette technologie il y a un peu plus de 10 ans. Donc, est-ce que tu peux nous parler un peu de cette technologie et pourquoi aujourd'hui ces culottes menstruelles, elles sont différentes des autres? Quelle est leur valeur ajoutée? Quelle est leur valeur ajoutée? Alors, on reste à l'écoute des besoins et des retours de nos clientes. Ça, c'est important. On a vraiment fait évoluer le produit sur ces 3 années. On travaille avec une styliste modéliste avec une très très belle expérience dans un grand groupe que je vais pas citer, mais voilà, et qui nous a aussi aidé à ajuster le modélisme pour un plus grand confort. Et après sur la tech, j'ai déposé des brevets sur la gestion des fluides corporels.
Donc définir un sandwich textile qui puisse répondre à ce besoin-là, avec une couche qui va transférer l'humidité vers un cœur absorbant, complété d'une membrane qui a pour effet de bloquer le flux, donc d'éviter les fuites. Et ensuite, on la complexe également avec une petite maille externe qui va protéger cette membrane et éviter le côté brutiste de certaines, des protections hygiéniques, et puis qu'on peut avoir aussi sur d'autres marques de culottes menstruelles. Voilà, c'est un sandwich spécifique pour ce besoin-là. Il y a une partie des brevets qu'on n'exploite pas encore pour ce projet-là, mais que j'avais mis en œuvre sur l'autre projet. Et puis voilà, il y a le cœur tech, mais il y a aussi le savoir-faire lingerie, le savoir-faire textile qui est très important. C'est vraiment un mix des deux en fait. Voilà. Et surtout, on avait un premier niveau, un premier produit. On a étendu la gamme avec des nouveaux produits pour répondre à des flux plus importants, et un modèle nuit pour répondre à ce besoin qui a une petite configuration différente, puisqu'on est allongé toute la nuit en général, qu'on va bouger, qu'on va se mettre pour certaines sur le côté, d'autres sur le dos ou sur le ventre. Donc il fallait un produit modélisé différemment que nos culottes quotidiennes. Donc voilà comment on a pensé la gamme à date. Puis on a des projets de développement qui vont bientôt aboutir. Voilà ce que je peux te dire rapidement sur la tech. Et alors du coup, j'imagine que gérer la marque Blooming, toute cette technologie, ces modèles, l'évolution, ça doit prendre du temps, c'est un investissement, et je voulais savoir, en tant que entrepreneuse et avec l'expérience, est-ce que tu as des conseils que tu pourrais livrer aux femmes qui souhaitent aujourd'hui se lancer dans l'entrepreneuriat? Alors, au démarrage du premier projet, j'avais visualisé celui-ci comme un mur à construire, étape par étape, et consolider de plusieurs briques. Aujourd'hui, je recommanderais plutôt d'aligner les planètes entre un marché, un produit, une équipe, et ce que je te disais en introduction, et la capacité de vraiment lancer le projet. Un conseil, c'est vraiment de soumettre l'idée à des personnes qui ont des points de vue différents, de confronter en fait son idée à des gens qui pourront être très positifs et d'autres un peu moins positifs pour asseoir un peu les choses, et puis connaître ses failles aussi, identifier ses failles, et aller à la rencontre d'experts pour les combler. Pour être tout à fait honnête, moi j'étais loin de mesurer les difficultés que j'avais rencontrées sur le premier projet et quelles pouvaient être les clés de réussite. Donc je pourrais faire d'ailleurs un petit, si c'était à refaire, je pourrais prendre le temps de ça, mais notamment sur toute la dimension retail, GMS, j'étais loin d'imaginer les difficultés que j'allais rencontrer sur cet aspect-là. J'aime bien les binômes aussi. J'aime bien, surtout quand ils sont complémentaires. Alors ça peut générer des zones de friction, mais c'est aussi une base riche. Et sur le premier projet, j'avais choisi et suivi des formations textiles. Et puis lors d'une de ces formations à l'IFTH sur la lingerie corsetterie, j'ai rencontré la styliste modéliste qui m'a en partie aidé à créer le produit. Et une directrice marketing suivait aussi cette formation. Et elle m'a mise en relation avec un designer. Donc j'ai fait travailler conjointement Sylvie et Sébastien sur le projet. Ils avaient des approches différentes. J'avais un proto-bricolo, mais ils ont complété ma vision par leur savoir-faire. Et au final, on a eu un produit dessiné en 3D par Sébastien, et dont la concrétisation était permise par Sylvie, par sa connaissance de la filière textile en France. Donc voilà, c'était vraiment très très intéressant, et ça m'a permis de concrétiser le projet clairement. Il faut parler de son projet en confiance, mais il faut aussi se protéger juridiquement quand même avec un accord de confidentialité. Et puis, si on doit le présenter,
à mon sens, il faut bien se préparer, anticiper les questions et puis préconnaître la personne qu'on va rencontrer. Ça va laisser une place à un échange plus libre et puis aussi éventuellement une saine improvisation. Et ça, c'est bien, mais il faut se préparer, toujours se préparer à mon sens. C'est pareil comme une évidence, hein, mais ça s'est toujours vérifié pour moi. Ça a toujours été plus efficace et une réussite quand j'étais vraiment préparée, quoi. Après, t'avais, je crois, une question sur les doutes et les difficultés. Alors, tu nous as parlé du coup de ton premier projet qui a été comme tu l'as dit, un échec. Et comment tu as pu surmonter cet échec et justement, oui, voilà, quand tu as eu des doutes et des difficultés, quels conseils en fait tu pourrais donner pour rebondir? Les doutes sont sains. Faut toujours écouter ses tripes. Mixer une approche cartésienne et puis une approche un peu plus intuitive. Moi, si mon échine commence à se manifester, c'est un signal. J'essaie de m'écouter. Après, dans un projet entrepreneurial, on va pas se mentir, les difficultés, elles se comptent à l'appel, hein, au quotidien. Mais il faut prendre le temps de s'arrêter de temps en temps, de regarder le chemin parcouru, notamment les pierres que tu as pu rencontrer, soulever, déposer sur le côté, et puis essayer de célébrer chaque succès. Et il faut... C'est important. Oui, c'est très important. J'avoue que je le fais pas assez. Je le fais encore pas assez. Donc ça, c'est le conseil, mais qu'on suit pas nécessairement toujours. Hein. Faut aussi prendre le temps d'analyser les échecs, les erreurs, et puis les choix inadéquats. Faut se poser, se dire, ok, qu'est-ce qui s'est passé? Ou quand on sent qu'il y a un truc qui est un peu bizarre, se dire, ce que je me dis maintenant, c'est quoi ça? C'est con, mais c'est quoi ça? Et puis se poser et regarder les choses finement et puis prendre une décision, mais surtout pas dans la précipitation, quoi. Voilà. Écouter son intuition et prendre du recul. Exactement. Prendre du recul, voir ce qui est encore mieux, prendre de la hauteur. Alors pour rien te cacher, je suis accompagnée par un coach depuis 2 ans. Okay. Et ça m'a clairement aidé à rebondir parce que j'étais quand même un petit peu fatiguée suite à l'échec et surtout à la première aventure qui a duré sans doute trop longtemps. Ce qui m'aide énormément aussi, c'est d'échanger avec nos investisseurs. Donc initialement, on a des business angels, c'est un premier fonds d'investissement qui nous ont rejoints. Donc j'ai fait une première levée de fonds en 2019 et puis en juillet 2021, j'ai fait une deuxième levée de fonds. Donc il y a un autre fonds qui a rejoint l'aventure et l'échange est vraiment avec eux est vraiment vraiment très très important pour moi. C'est bien de pas prendre les décisions seul, donc on peut aussi avoir évidemment un associé et j'en avais un initialement qui est devenu qui est sorti du côté opérationnel, mais c'était important de l'avoir quand même au démarrage. Il faut s'entourer, il faut avoir si possible quelqu'un pour discuter évidemment des décisions à prendre sur des dimensions importantes. Enfin, être à deux, c'est toujours mieux que d'être seul et de parfois tourner en boucle. Donc voilà, les investisseurs ont cette faculté-là. Évidemment, c'est échanger aussi avec les équipes en interne, hein, et reconnaître ses erreurs, parce que j'en fais moi tous les jours. Donc, on en fait tous. Donc voilà, rester, ne pas avoir le qui est mal placé, un orgueil qui laisserait penser que parce qu'on entreprend, on est à l'abri des erreurs. On en fait tous les jours, on apprend tous les jours. C'est ce que je dis aussi à ma fille. Et voilà, c'est pas grave. C'est en général une bonne leçon. C'est jamais définitif. Donc, on continue d'avancer. Et qu'est-ce que je voulais te dire d'autre sur l'échec?
Là aussi, je pourrais faire je devrais faire un petit manuel des difficultés rencontrées et comment les surmonter. J'aimerais pouvoir prendre le temps de ça et de le faire avec une certaine forme d'humour. Ça me... Non, bah, ça peut être très intéressant. Hein. Oui. Parce que dans nous tous, dans notre vie, on vit des échecs et c'est vrai que parfois on a plus ou moins la bonne manière, entre guillemets, de surmonter cet échec. Mais c'est vrai que des fois, un petit guide pratique, ça peut être pas mal. Ouais. Oui. On verra si j'arrive à prendre ce temps-là. Il y a un projet qui me tient à cœur pour cette année autour de la précarité menstruelle. C'est de créer un cercle vertueux. Mais dans le cadre d'un deuxième épisode, on pourra peut-être s'en parler. On fait un petit complément de la première interview. C'est encore pas complètement construit, donc je peux pas véritablement t'en parler. Mais d'accord. Voilà, c'est avant le guide de comment surmonter ses échecs. Je voudrais faire aboutir celui-là cette année. Donc ça viendra après. Ouais. Et du coup, avec ton expérience et ton recul, est-ce qu'aujourd'hui, tu changerais quelque chose à ton parcours ? Est-ce que je changerais quelque chose ? Non, je regrette pas du tout d'avoir fait ces choix-là. Enfin, c'était parfois encore une fois, quand j'ai déposé le bilan de la première société, j'avais ce projet en tête, mais on va pas se mentir, à 47 ans après un échec en France, contrairement aux États-Unis, les échecs entrepreneuriaux sont moins valorisés, donc tu apparais plutôt comme un ovni, une femme atypique comme un potentiel. Donc j'avais envie de me relancer. J'avais d'ailleurs pour moi, ce projet de produit, c'était un side project par rapport à un projet digital, purement digital. Donc voilà. Mais je suis contente d'avoir rebondi dans l'entrepreneuriat plutôt qu'en entreprise, parce que je pense que je suis plutôt faite pour ça que pour le statut de salariat, quoi. Et du coup, le podcast s'appelle La Chronique des Ambitieuses. Oui. Est-ce que tu pourrais nous partager ta définition de la femme ambitieuse ? Oh là là, c'est dur. Ouais, la femme ambitieuse. Nos ambitions pour la marque, c'est de la déployer en Europe. Il y a ce projet, autour de la précarité menstruelle, qui est vraiment une ambition forte pour moi. Après, définir l'ambition, c'est quoi ta propre définition de l'ambition ? D'une femme ambitieuse ? Oui. Une femme qui n'a pas froid aux yeux, qui ose, qui est prête à suivre son intuition, ses projets, sans avoir peur de l'échec, justement. Oui, c'est ça. Je pense qu'il y a une forme d'inconscience, encore une fois, parce que tu mesures pas ce que ça représente d'énergie, mais effectivement, au fur et à mesure, cette énergie est renouvelable. Comme les culottes menstruelles, c'est plus renouvelable que les protections hygiéniques jetables. Non, mais ce que je veux dire, c'est que ça, en fait, tu t'auto-nourris des succès et des échecs, et effectivement, ton ambition peut rester la même et se nourrir de ça au fur et à mesure. Il faut pas se laisser décourager, quoi. C'est la première chose. Que ça soit quand tu contactes quelqu'un et que 2 semaines après t'as toujours pas de nouvelles, tu vas essayer par d'ouvrir une autre porte. Puis si cette porte se ferme, tout simplement, c'est peut-être que la personne elle est elle a très certainement d'autres sujets de préoccupation qui font qu'elle peut pas croiser ton chemin là à ce moment-là, mais tu peux certainement ouvrir une autre porte. Donc faut pas prendre par exemple cette chose-là comme une fin de non-recevoir. Faut juste essayer d'ouvrir une autre porte. Et c'est peut-être ça, c'est de chercher à ouvrir les portes successives. Et s'il y en a une qui reste close, pas se décourager et toquer à la mitoyenne ou à celle qui est un petit peu plus loin. Voilà. Non, c'est ça, ne pas se décourager. Oui. Exactement.
Et du coup, toi, tu te considères comme une femme ambitieuse? Est-ce que je me considère comme une femme ambitieuse? En tout cas, je suis fière et reconnaissante d'avoir su convaincre successivement mon banquier perso et des investisseurs de m'accompagner sur cette nouvelle aventure. Je suis fière et j'ai un sentiment d'accomplissement d'avoir réussi cette belle marque et d'avoir su convaincre, ce que je disais tout à l'heure, la grande distribution de nous accueillir. Je suis fière et je commence à me sentir légère, mais je reste toujours en vigilance. Donc, je suis fière de cette réussite. J'ai regagné en légèreté, mais je reste vigilante parce qu'à mon sens, rien n'est jamais acquis, quoi. Donc, c'est une ambition, oui, mais c'est une fierté, oui. Je peux dire que je suis fière, mais très honnêtement, j'ai mis quand même 3 ans à me dire que j'étais légitime d'avoir ce sentiment de fierté. Je sais pas si c'est une ambition ou une envie profonde qui jaillit, mais qui se construit aussi au fur et à mesure des briques ou des planètes que tu vas aligner, quoi. Je crois que c'est difficile de définir l'ambition, quoi. C'est ne rien lâcher, ça peut se résumer de façon très contemporaine comme ça. Ma fille, elle dit aussi, j'ai d'être ça. Ben voilà, c'est d'être ça chaque chose, petite ou grande au quotidien, quoi. Aujourd'hui, j'ai d'être ça, oui, voilà. Bah voilà, c'est une belle manière de dire qu'on a réussi. Voilà. Mais c'est vrai. Alors, je rebondis un peu sur ce que tu viens de dire. C'est vrai qu'on est souvent plus dur avec nous-mêmes. Oui. Et on a souvent du mal à accepter que c'est entre guillemets très bien ce qu'on a fait, qu'on est ambitieux et que on peut être totalement fier de ce qu'on a entrepris. Mais c'est vrai qu'on est parfois dur avec nous-mêmes et justement le fait d'avoir peut-être un entourage externe qui voit ce qu'on fait et qui nous accompagne, ça peut nous aider à prendre confiance et nous dire bah oui, effectivement, je suis une femme ambitieuse. Alors il y a côté perso, moi ce qui m'a redonné confiance, c'est ma meilleure amie et mes amis de façon générale, et notamment mes amis du café des matins. Donc quand Eva est rentrée à l'école maternelle, on prenait le café des matins avec les mamans de ses petites copines et copains de la maternelle, et puis elle a changé d'école et changé de quartier, donc il y a un deuxième groupe qui s'est constitué, et ça a été mon petit rayon de soleil quotidien, matinal, et ça le reste d'ailleurs. Donc oui, non, les amis, l'entourage, c'est fondamental. La famille évidemment aussi, mais ta famille, tu la vois pas nécessairement tous les matins, et d'avoir ce rituel certains jours, c'était fondamental. Bah, c'est sûr que l'entourage c'est hyper important. Enfin, bien s'entourer, ça permet d'avoir des personnes qui nous aident, qui nous conseillent, et aussi quand ça va pas bien, de trouver les mots justes pour pouvoir aller mieux, et ça nous permet aussi de nous déconnecter un peu du tourbillon de la vie. Exactement. Et du coup, on parle un peu de vie pro, vie perso. Est-ce que tu peux nous décrire une journée dans ta peau ? Alors, j'ai pas vraiment de journée type, à part ce petit rituel du matin. Alors, j'ai pas toujours d'ailleurs la possibilité de prendre le café avec mes amis le matin, mais j'aime bien démarrer avec ma journée avec eux. Après, on a mis en place des points d'équipe hebdomadaires sur le digital, sur la logistique, les appros, etc. Mais quand on est chef d'entreprise, on n'a pas nécessairement une journée type. Et puis tu peux parfois devoir reprendre la main sur certains sujets plus opérationnels. Donc une journée type, encore une fois, quand j'ai ma fille, parce que je l'ai qu'une semaine sur 2, je prends du temps pour elle, donc j'essaie de rentrer à la maison à une heure raisonnable, et j'y arrive. Et depuis qu'elle est toute petite, et ça c'est vraiment pour le coup une fierté, clairement, parce qu'il faut pas passer à côté de. Je voulais pas passer à côté
à côté d'elle. Voilà. Donc une journée type, ce que j'utilise pas assez, c'est un outil, tu sais, qui comporte 4 cases avec important, moins important, urgent, moins urgent, qui permet normalement de prendre en charge ce que tu dois vraiment prendre en charge et de déléguer ce que tu peux vraiment déléguer. Donc voilà, mais j'ai de temps en temps comme ça, j'ai des accès d'outillage et puis après le quotidien reprend parfois reprend le dessus, pardon, et je sors de cette détermination à vouloir une organisation très, très stricte. Mais je crois que c'est assez sain aussi d'osciller entre la rationalisation, l'organisation très stricte et puis l'improvisation nécessaire pour une bonne réactivité au quotidien, quoi. Voilà. Oui, c'est sûr. Après, tout ne peut pas être organisé à la minute près. Il y a toujours des imprévus. Oui, complètement. Et toi, est-ce que tu as une journée type ? Moi, j'en ai des journées types. Ça dépend. Mes journées d'entrepreneuse, non. Mes journées en agence, plutôt. Ouais. Ça dépend. C'est bien d'avoir les deux aspects. Ouais. Ça doit peut-être te poser certains jours d'être en agence et de te dire, voilà, là, cette journée-là, j'ai une journée type. Demain, ça sera un petit peu plus décousu, ça laissera plus de place à la surprise et peut-être aussi à la curiosité. Donc, ça doit être chouette, ton rythme. Non, mais c'est ça. Après, il y a des journées qui sont à la fois agence et ensuite freelance. Et là, c'est un peu plus compliqué. Mais c'est vrai que ce rythme-là permet de parfois décompresser aussi et me dire, ce soir, j'ai fait ma journée de 8 heures et puis après, je vais sortir avec mes amis et je ne pense plus au travail. Donc c'est pas mal, c'est un équilibre qui est plutôt agréable, j'avoue. Et du coup, est-ce que le fait d'être une femme entrepreneuse, ça peut avoir un impact sur sa vie perso ou pas ? Oui, clairement. Clairement, on va pas se mentir. Ça a nécessairement un impact. Tu passes quand même beaucoup de temps sur ces projets-là, et tu as moins de temps pour tes amis, notamment. Moi, c'est surtout le cercle peut-être amical qui rend les rencontres plus rares. Voilà. Voilà, c'est peut-être ça, ouais. D'accord. Moins de temps pour sa vie perso, pour faire du sport, aller au cinoche, prendre un verre. Oui, après c'est sûr qu'on peut pas tout faire et quand on a l'envie de monter un business, parfois ça prend du temps sur la vie perso. Il faut savoir aussi mettre un stop. Décrocher, c'est ça. Mais tu arrives à prendre quand même des vacances ? Oui, enfin là je réapprends à décrocher en fait. La première séance avec mon coach, il m'a dit c'est très bien le côté professionnel, mais le côté vie personnelle, vous avancez un petit peu. Donc il est aussi très très bien pour me redire qu'il faut aussi avoir une vie perso, vivre, profiter de la vie parce que je crois, autant que je sache, à ce jour on n'en a qu'une, donc c'est ça. Donc voilà, et pas uniquement prendre soin de ma fille qui effectivement a toujours été ma priorité, mais penser un tout petit peu à moi aussi, accessoirement. Voilà. Et savoir lâcher prise un peu. C'est ça. Exactement. ne pas être trop obsessionnel, trop perfectionniste. Voilà. Donc j'y travaille. La perfection n'existe pas, mais c'est dur de pas être perfectionniste. Je comprends. Alors j'ai des petites questions un peu plus personnelles à te poser. Ouh là là. Est-ce que tu as une citation favorite ? Une citation favorite. Donc rien n'est jamais acquis. Je te l'ai déjà dit. Attends, il y en a une que j'aime bien. C'est ne pas prévoir, c'est déjà gémir. Ça, c'est mon côté chef de projet Internet. C'est-à-dire qu'effectivement, laisser la place à l'impro, mais quand même séquencer, travailler en mode projet, quoi, séquencer les choses en mode projet pour faire aboutir les choses. Et comme on sait qu'il y a nécessairement un glissement de planning, si on prévoit pas quand même un minimum
Si on séquence pas un minimum, les glissements de planning peuvent être permanents, donc ça peut être compliqué. Après. Oh bah, on en a Ça déjà va 2. Hein. Oui, c'est Ouais, bien. c'est bien. Est-ce qu'il y a une femme qui t'inspire? Est-ce qu'il y a une femme qui m'inspire? Ma mère m'a inspirée avec son côté fantaisiste. Et elle était prof, ma mère. Donc, j'ai un papa entrepreneur et une maman qui était prof d'allemand. Ma grand-mère m'a dit une fois qu'elle comprenait absolument pas ce que je faisais dans l'entrepreneuriat. Donc, tu vois, c'est pas de l'inspiration, mais elle avait un côté comme ça assez raide. Donc, pour le coup, c'est de l'inspiration par opposition. Par l'envie de se construire différemment. Ce dont je me rends compte, c'est qu'elle avait quand même raison sur l'aspect justement vie personnelle, parce que elle, comme mon grand-père, laissait beaucoup de place à la vie perso et notamment aux balades en forêt, moments culturels. Et ils m'ont vraiment tous les deux énormément apporté. Donc elle m'a inspirée en me rappelant à cette vie quelque part, quoi. Après, des femmes qui m'ont pas tellement inspirée, mais que j'admire, c'est Billie Holiday. Donc tu vois, tu peux pas tellement t'en inspirer parce que c'est quand même une vie faite de mélancolie, mais j'adore le personnage. Voilà. Et une femme qui m'a inspirée aussi sur l'aspect femme, enfin businesswoman, c'est l'ex-femme de mon père, Martine, qui avait monté sa propre boîte et qui a fini numéro 2 d'un grand groupe. Donc oui, elle m'a beaucoup poussée et beaucoup inspirée dans le faire entrepreneurial. Ouais. Mais ça en fait beaucoup de femmes. Hein. Ouais. Il y en a sans doute d'autres que oui. j'oublie. Est-ce que tu as un objet fétiche? Est-ce que j'ai un objet fétiche? Waouh. Alors j'adore les bagues. J'aime énormément les bagues. Alors c'est très drôle. J'ai pas d'objet fétiche, mais je sais pas si je peux te faire cette confidence-là. Quand je vais avoir un rendez-vous, parfois, je vais vouloir m'acheter un nouveau pull, comme si c'était un nouveau départ quelque part. Voilà. Ou il y a peut-être aussi la volonté d'être parfaite, mais je pense qu'il y a le côté justement anti objet fétiche, anti souvenir lié à un petit pull, et voilà, ça peut être ça, ou l'envie de perfection, je sais pas encore. Un nouveau rendez-vous, un nouveau pull. Ouais. Bah c'est bien, hein. Pour le dressing. Je sais pas. Je sais pas si c'est bien. Non, mais c'est pas si extensif que ça non plus. Non, moi j'avais une passion avant aussi, c'était quand j'étais triste, et il fallait toujours que j'aille m'acheter des sous-vêtements. Voilà. C'est exactement. Chacun se faire plaisir. Ouais. C'est ça. Ouais, bien. Est-ce que tu as un lieu où tu te sens le mieux, tu te sens apaisée? Je me sens apaisée. Oui, il y a un lieu. Chez mon coach, je me sens complètement apaisée et complètement en confiance. Mais après, il y a des lieux qui ont marqué ma vie, clairement. Mais je dirais, j'aimerais avoir ce lieu, pouvoir me projeter quelque part où tu te sens complètement en sécurité. Pour l'instant, c'est chez lui. J'espère là, je me construis des jolis souvenirs, donc j'espère que ces jolis souvenirs seront les lieux où je pourrais me projeter demain pour me sentir réellement. Enfin, si j'ai un petit coup de blues, me sentir vraiment bien, clairement. Mais voilà. Ce que je peux te dire à date. On n'y est pas. Là, je peux me projeter à Barcelone, tu vois, par exemple. Je suis partie à Barcelone le week-end dernier. Je suis allée, j'y étais allée il y a très très longtemps. C'est vraiment peut-être une des villes les plus faciles pour passer un week-end sympa. C'était vraiment très très chouette. Donc là, je peux me projeter à Barcelone.
Non, mais Barcelone, c'est très très sympa, oui. Il y a un autre lieu aussi, un deuxième lieu où je pourrais me projeter pour me sentir vraiment bien. Enfin, un troisième, au final. Voilà, c'est en train de se reconstruire, on va dire. Est-ce que tu as une musique motivante? Alors oui, Queen. Queen, même plusieurs chansons de Queen, je dois dire. Qu'est-ce qui me motive en ce moment? C'est la chanson Respire, de Clara Luciani. Ah oui. Ouais, elle est. On l'a écoutée. Enfin, je l'ai écoutée en début de semaine avant de partir. Et les filles étaient encore au bureau. Voilà, je l'ai écoutée 3 fois. Je la trouve extrêmement inspirante. Voilà, respirante et inspirante. Tiens, il y a une femme qui m'a beaucoup inspirée aussi et appris à respirer. C'est ma prof de chant que j'ai vue pendant 7 ans, entre mes 29 et mes 36 ans. Puis après, j'ai eu Eva, j'ai eu moins de temps. Et puis j'avais moins les moyens aussi. J'ai mis 6 mois à comprendre comment respirer par le ventre pour pouvoir utiliser son diaphragme. Donc ça a été long, mais une fois que je l'ai acquis, je l'utilise tout le temps. C'est-à-dire quand j'ai vraiment, quand je me suis fait mal quelque part, déjà je l'utilise et ça permet d'atténuer la douleur. Et puis quand j'ai un coup de stress aussi, respirer par le ventre. En l'occurrence, pour moi, c'est plutôt respirer par le dos, ouvrir le dos. Et elle m'a appris ça, mais elle m'a appris à maîtriser ma voix et c'était vraiment génial. Voilà, j'ai très envie de recommencer à faire du chant, mais pour l'instant, je trouve pas le temps. Ça va faire partie des petits objectifs. Oui. Et du coup, c'est fini pour les petites questions perso. Oh non. T'aimais bien? Je peux en trouver d'autres. Non. Est-ce que tu as un petit mot de la fin à nous transmettre? Un petit mot de la fin à nous transmettre. Je pense que, ce que j'aimerais faire, en fait, c'est ce que tu fais, c'est-à-dire, trouver aussi le temps de faire ce que tu fais, c'est-à-dire de faire partager l'expérience de femmes qui montent leur propre projet. Enfin, l'entrepreneuriat, c'est une chose, mais pour moi, il y a pas de niveau d'entrepreneuriat. Ça peut être et c'est ça que j'aimerais partager avec mes propres clientes et trouver le temps aussi de faire. C'est d'interroger certaines de nos clientes si elles veulent bien, si elles m'écoutent, sur leur construction de projets de business perso. Ça, c'est quelque chose que j'adorerais faire, en fait. Voilà, donc je te félicite pour ce podcast. Merci beaucoup. Et puis, je te remercie encore de m'avoir interviewée et d'avoir pris le temps. Merci beaucoup à toi. Et je te souhaite de réussir de continuer à garder cet équilibre dans ta vie entre tes journées en agence et ton podcast et ton travail de freelance. Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup et puis merci à toi surtout d'avoir partagé ton expérience, tes conseils, tes leçons. C'était très enrichissant et très intéressant et j'espère que ça va pouvoir inspirer d'autres femmes ambitieuses et qui souhaiteraient se lancer dans l'entrepreneuriat. Ouais. Et puis aussi de tester aussi les culottes menstruelles Blooming. Oui. Et Blooming.rocks, pas .com, pas .fr, .rocks. ROCKS. Je mettrai tous les liens. Voilà. L'atypisme du DNS. Ça marche. En tout cas, merci beaucoup. Mais je t'en prie. Merci à tous pour votre écoute du podcast de la chronique des ambitieuses. N'hésitez pas à me faire des retours sur le podcast, le noter sur les plateformes ou encore me suivre sur le compte Instagram La Chronique des Ambitieuses. Un grand merci à tous pour le soutien que j'ai reçu et on se retrouve très bientôt dans un nouvel épisode.